Vie des 12 Césars suétonne. Néron. Chapitre 1. Maison Domitia, les Calvinus et les Enobarbus. Les deux plus illustres branches de la maison Domitia furent celles de Calvinus et de Enobarbus. Les Enobarbus reconnaissent pour l'auteur de l'origine et de leur surnom El Domitius. Comme il revenait un jour de la campagne, il rencontra, dit-on, deux jeunes gens d'une figure céleste, qui leur ordonnèrent d'annoncer au Sénat et au peuple une victoire encore incertaine. Voulant lui prouver leur divinité, ils lui touchèrent les joues et donnèrent à sa barbe, qui était noire, une couleur rousse semblable à celle du cuivre. Cette distinction devint propre à ses descendants, qui eurent presque toute la barbe de cette couleur. Honorés de cet consulat, d'un triomphe de 2 censures, et reçus au nombre des patriciens, ils gardèrent tous le même surnom, et ils ne prirent même jamais d'autres prénoms que ceux de Cneus et de Lucius, qu'ils se transmettaient dans un ordre assez remarquable. Ces deux noms étaient portés par 3 membres de suite de cette famille, et alternativement par chacun des membres suivants. Ainsi, les 3 premiers Enobarbus furent des Lucius, les 3 suivants des Cneus, et les autres tour à tour des Lucius et des Cneus. Il est à propos d'en faire connaître plusieurs, afin que l'on puisse voir combien Néron dégénéra des vertus de ses ancêtres et, d'un autre côté, quel vice il tint de chacun d'eux comme héréditaire et inné. Chapitres 2 à 5. Les ancêtres de Néron. Ainsi, remontons un peu plus haut, je citerai C.N. Domitius, le père de son trisaïeul, qui, furieux de ce que les pontifes avaient élu pendant son tribunat, un autre citoyen que lui, à la place de son père, fit passer des collèges au peuple le droit de nommer les prêtres. Ayant vaincu pendant son consulat les Allobroges et les Avernes, il traversa le province où il commandait, monté sur un éléphant et suivi d'une foule de soldats, comme dans la solennité du triomphe. C'est de lui que l'orateur Licinius Crassus a dit qu'il n'était pas étonnant de lui voir une barbe d'airain, puisqu'il avait un visage de fer et un cœur de plomb. Son fils était prêteur, Soma Jules César, après son consulat de répondre devant le Sénat aux reproches d'avoir agi, dans ses fonctions, contre les auspices et les lois. Consul lui-même, il essaya de lui retirer le commandement des armées de la Gaule, et, nommé son successeur par le parti de Pompée, il fut pris dans Corfinium dès le commencement de la guerre civile. Renvoyé libre, il alla encourager par sa présence les Marseillais assiégés, mais il abandonna tout à coup, et il périt enfin à la bataille de Pharsale. Il avait de l'arrogance, mais peu de fermeté. Quand la situation fut désespérée, il voulut, craignant la mort, se la donner lui-même, et il avala du poison. Il en fut bientôt si épouvanté qu'il revomit et il affranchit son médecin, qui, prévoyant ce retour, avait eu soin d'affaiblir la dose. Lorsque Pompée consulta ses lieutenants sur la manière dont il fallait traiter ceux qui restaient neutres, Domitius fut seul d'avis de les traiter en ennemis. Chapitre 3. Il laissa un fils qui fut, sans contredit, le meilleur de cette famille. Enveloppé, quoique innocent, dans le condamnation prononcée par la loi Pédia contre les meurtriers de César, il se retira auprès de Cassius et de Brutus, auxquels il était allié. Après la mort de ces deux chefs, il sut conserver et même augmenter la flotte qu'il lui avait confiée. Il ne la remit à Marc-Antoine qu'après l'entière défaite de son parti et par un accommodement volontaire, dont on lui sut si bien gré que, seul de tous ceux qui avaient frappé la même loi, il fut réintégré dans sa patrie et élevé aux plus hautes dignités. Lorsque la guerre civile recommença, il fut un des lieutenants d'Antoine. Ceux qui avaient honte d'obéir à Cléopâtre lui offrirent alors le commandement. Mais, se trouvant malade, et n'osant ni accepter ni refuser, il finit par passer du côté d'Auguste. Il mourut peu de jours après, n'emportant pas non plus une réputation intacte, car Antoine prétendit qu'il ne l'avait abandonné que pour revoir sa maîtresse Servilia Naïs. Chapitre 4. De ce Domitius naquit celui qui
devait être l'exécuteur testamentaire d'Auguste, aussi connu dans sa jeunesse par son habileté à conduire des chars que célèbre, dans la suite par les ornements triomphaux qui lui furent décernés après la guerre de Germanie. Arrogant, prodigue et cruel, il força, n'étant qu'édile, le censeur L. Plancus à se ronger sur son passage. Il fit paraître sur la scène, pendant sa préture et son consulat, des chevaliers romains et des femmes de distinction pour y jouer des mimes. Il donna, dans le cirque et dans tous les quartiers de la ville, des chasses de bêtes sauvages et des combats de gladiateurs. Et il y déploya tant de barbarie qu'Auguste, qui lui en avait fait en particulier des reproches inutiles, fut obligé de le réprimander dans un édit. Chapitre 5. Il eut d'Antonia l'aînée un fils qui devint le père de Néron, et dont la vie fut de tout point abominable. Ayant suivi en Orient le jeune César, il tua un affranchi qui refusait de boire autant qu'il ordonnait. Exclu, pour ce meurtre, de la société de ses amis, il ne se conduisit pas avec plus de modération. Il écrasa un enfant sur la voie appienne, en faisant prendre exprès le galop à ses chevaux. À Rome, il creva un œil en plein forum à un chevalier romain qui discutait avec vivacité contre lui. Il était de si mauvaise foi qu'il ne payait pas aux courtiers le prix de ce qu'il achetait, et que, dans sa préture, il frustra de leur récompense les cochers vainqueurs. Toutefois, les railleries de sa sœur et les plaintes des chefs différents factions le forcèrent à statuer qu'à l'avenir les prix seraient payés sur le champ. Accusé, vers la fin du règne de Tibère, du crime de lèse-majesté de plusieurs adultères et l'inceste avec sa sœur, Lépida. Il n'échappa à ces dangers qu'à la faveur du changement de règne. Il mourut l'hydropisie à Pyrge, laissant d'Agrippine, fille de Germanicus, un fils qui fut nommé Néron. Chapitre 6. Naissance de Néron, son enfance. Néron naquit à Antium, 9 mois après la mort de Tibère. Le 18 des calendes de janvier, au lever du soleil, dont les rayons le touchèrent presque avant qu'on ne lui eût fait toucher la terre. Parmi beaucoup de conjectures effrayantes qui furent faites à partir de son horoscope, on regarda comme un présage la réponse de son père Domitius aux félicitations de ses amis. « D'Agrippine et de moi, dit-il, alors il ne peut n'être qu'un monstre fatal au monde. » On remarqua encore, le jour où il reçut son nom, un pronostic aussi malheureux. C'est César, pressé par sa sœur, de donner à cet enfant le nom qu'il voudrait, et voyant passer Claude, son oncle, lequel adopta plus tard Néron, durant son principat, répondit « Je lui donne le nom de celui-ci. » Or, il le disait pour se moquer, pour contrarier Agrippine, qui, en effet, s'y opposa, parce que Claude était alors la risée de la cour. À 3 ans, il perdit son père, et, nommé héritier de ses biens pour un tiers, il n'eut pas même cette part. Caligula, son cohéritier, s'étant emparé de tout. Sa mère ayant ensuite été exilée, il fut réduit, pour ainsi dire, à l'indigence et élevé chez sa tante Lépida, où ses maîtres furent un danseur et un barbier. Mais sous le règne de Claude, il rentra dans la fortune de son père, et s'enrichit même de l'héritage de son beau-père, Crispus Passienus. Le crédit de sa mère, rappelé de l'exil et rétabli dans ses biens, le fit monter si haut que le bruit courut que Messaline, femme de Claude, avait voulu le faire étrangler pendant sa sieste comme un rival dangereux de Britannicus. On ajoutait que les meurtriers s'étaient enfuis pleins d'épouvante, à la vue d'un serpent qui sortit de son oreille. Ce qui donna lieu à cette fable, c'est ce qu'on trouva un jour auprès de son oreiller, la dépouille d'un serpent. Et sa mère la lui fit porter quelque temps dans un bracelet d'or attaché à son bras droit. Dans la suite, il ôta ce bracelet qui lui rappelait une mémoire importune, et quand il le demanda dans ses derniers moments, on ne le retrouva pas. Chapitre 7. Son adoption par Claude, qui lui donne Sénèque pour précepteur. Ses mauvais penchants, ses premières dignités, son mariage. Dès l'âge le plus tendre, il fut, dans les solennités du cirque, un des acteurs les plus assidus des jeux troyens,
et il reçut de nombreux témoignages de la faveur du peuple. Il avait 11 ans lorsque Claude l'adopta. Elle lui donna pour maître Annaeus Sénèque, qui était déjà sénateur. Sénèque rêva, dit-on, la nuit suivante qu'il avait Caligula pour élève. Et Néron ne tarda pas à vérifier ce songe par les marques précoces d'un caractère exécrable. Son frère Britannicus l'ayant appelé par habitude Enobarbus, après son adoption, il s'efforça de persuader Claude que Britannicus, n'étant point son fils, accabla de son témoignage devant les tribunaux. Sa tante, Lépidia, pour plaire à Agrippine, son accusatrice. Le jour où il alla prendre la toge au forum, il distribua un congiaire au peuple et des gratifications aux soldats. Puis, ayant commandé aux prétoriens un exercice militaire, il marcha lui-même à leur tête, le bouclier à la main. Enfin, il adressa, dans le Sénat, un discours de remerciement à son père adoptif. Il plaida en latin devant Claude, alors consul, pour les habitants de Bologne, et en grec pour les Rhodiens et les Troyens. Investi de la préfecture de Rome pendant les féries latines et de la juridiction attachée à cette charge, la première qui lui fut confiée, il vit porter, tous les jours, à son tribunal, par les plus célèbres avocats. Non les affaires courantes et faciles, comme c'est l'usage dans ces fêtes, mais les plus graves et les plus compliquées, malgré la défense expresse de Claude. Peu de temps après, il épousa Octavie et donna dans le cirque, pour le salut de Claude, des jeux et le spectacle d'une chasse. Chapitre 8. Il est salué empereur. Il avait 17 ans quand mourut Claude. Dès que cette nouvelle fut rendue publique, il alla trouver les gardes. C'est entre la 6e et la 7e heure, le seul moment, dans ce jour malheureux, où il était permis de prendre les auspices. Salué empereur sur les degrés du palais, il se rendit en litière au camp, adressa un bref discours aux soldats, et fut porté au Sénat, d'où il ne sortit que le soir, n'ayant refusé aucun des honneurs excessifs dont on le combla, si ce n'est le titre de père de la patrie, qui ne pouvait convenir à son âge. Chapitre 9. Ses démonstrations de piété filiale. Il commença son règne par des démonstrations de piété filiale. Il fit à Claude de magnifiques funérailles, prononça son oraison funèbre et le mit au rang des dieux. Il rendit les plus grands honneurs à la mémoire de son père Domitius. Il abandonna à sa mère une autorité sans borne dans les affaires privées et publiques. Le premier jour, il donna pour mot d'ordre aux tribuns qui étaient en de garde la meilleure des mères. Et dans la suite, on le vit souvent en public avec elle dans la même litière. Il établit une colonie à Antium, composée de vétérans prétoriens et de plus riches primipilaires, qu'il fit renoncer à leur domicile. Il y construisit aussi un port d'un travail magnifique. Chapitre 10. Il affecte quelques vertus, il déclame et lit des vers en public. Pour faire encore mieux augurer de son caractère, il annonça qu'il régnerait suivant les principes d'Auguste, et il ne laissa échapper aucune occasion de faire montre de générosité et de clémence, et même d'affabilité. Il abolit ou diminua les impôts trop lourds. Il réduisit au quart les récompenses accordées à ceux qui dénonçaient les manquements à la loi Papia. Il fit distribuer au peuple 400 sesterces par tête. Il assura aux sénateurs de grandes naissances, mais ruinait un traitement annuel qui l'éleva pour quelques-uns jusqu'à 500 000 sesterces. Il fonda pour les cohortes prétoriennes des distributions de blé mensuelles et gratuites. Un jour, quand lui demandait, selon l'usage, de signer l'arrêt de mort d'un condamné, « Je voudrais, dit-il, ne savoir pas écrire. » Il salua souvent, par leur nom, les gens de tous les ordres et de mémoire. Il répondit au Sénat qui lui adressait des actions de grâce. « Vous me remercierez quand je l'aurai mérité. » Il admettait jusqu'au bas peuple à ses exercices du Champ de Mars. Il déclama souvent en public et il lut ses vers non seulement chez lui, mais sur le théâtre, ce qui causa une joie si universelle que l'on décréta des remerciements aux dieux.
et que ces vers, aussitôt gravés en lettres d'or, furent dédiés à Jupiter Capitolin. Chapitre 11. Ses spectacles. Il donna des spectacles nombreux et variés, tels que des jeux appelés juvénaux, des fêtes dans le cirque, des représentations théâtrales, des combats de gladiateurs. Aux Jeux de la jeunesse, il fit paraître aussi des vieillards consulaires et des mères de famille fort âgées. Dans les Jeux de cirque, il assigna aux chevaliers des places distinctes et fit courir des quadriges attelés de chameaux. Dans ceux qu'il célébra pour l'éternité de l'Empire et auxquels il donna le nom de grands jeux, beaucoup d'hommes et de femmes appartenant aux deux ordres jouèrent des rôles divertissants. Un chevalier romain très connu, monté sur un éléphant, descendit le long d'une corde raide. On représenta une comédie d'Afranius, intitulée L'incendie, et l'on abandonna aux acteurs le pillage d'une maison livrée aux flammes. Chaque jour, on distribua au peuple des provisions et des présents de toute espèce, des oiseaux par ailleurs, des mets à profusion, des bons payables en blé, des vêtements, de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, des perles, des tableaux, des esclaves, des bêtes de somme, des bêtes sauvages apprivoisées, et enfin jusqu'à des vaisseaux, des immeubles de rapport, des terres. Chapitre 12. Il fait combattre des sénateurs et des chevaliers dans l'arène. Ces jeux quinquennaux, il remporte le prix d'éloquence et de poésie. Il consacre au Capitole sa première barbe. Il regarda ces jeux de haut de l'avant-scène. Il fit construire, en moins d'un an, près du champ de Mars, un amphithéâtre en bois pour un spectacle de gladiateurs, où il ne laissa mettre à mort aucun des combattants, même parmi les criminels. Mais il y fit combattre 400 sénateurs et 600 chevaliers, dont quelques-uns jouissant d'une grande fortune et d'une haute considération. Il choisit aussi, dans le même ordre, des citoyens qu'il opposa aux bêtes féroces et auxquels il distribua différents emplois dans l'arène. Il donna une naumachie où l'on vit des monstres marins nager dans l'eau de mer. Des Phèbes dansèrent le Pyrrhique et, après la danse, il offrit à chacun d'eux des diplômes de citoyens romains. Le sujet d'un de ces ballets était Pasiphae, dont le rôle fut rempli par une femme enfermée dans une génisse de bois qui saillit un taureau, du moins ce qui crut voir la multitude. Annicar alla tomber dès le premier essai, près de la loge de Néron, et le couvrit de son sang. Dans les commencements, il occupait rarement au spectacle la place d'honneur. Il avait l'habitude de le regarder coucher, d'abord par de petites ouvertures, puis sur le podium entièrement découvert. Il fut le premier qui établit à Rome des jeux quinquennaux, composés, comme chez les Grecs, de 3 genres de divertissement, de musique, de course à cheval et d'exercices gymniques. Et il les appela Néroniens. À la dédicace des bains et d'un nouveau gymnase, il fit présenter l'huile aux sénateurs et aux chevaliers. Il voulut que le sort désignât parmi les consulaires ceux qui présideraient sur les sièges même des prêteurs, pendant toute la durée du concours. Il descendit ensuite dans l'orchestre au milieu du Sénat et reçut la couronne d'éloquence et de poésie latine, de l'avis unanime de ses concurrents même, qui étaient les plus illustres citoyens de Rome. Quant à celles qui lui décernèrent les juges comme le prix de la lyre, il s'agenouilla pour la recevoir et la fit porter devant la statue d'Auguste. Au jeu gymnique qu'il donna dans l'enceinte des élections et pendant la pompe d'un sacrifice de bœuf, il fit couper sa première barbe, l'enferma dans un coffret d'or orné de perles d'un très grand prix, et la consacra au Capitole. Il invita les Vestales à assister au combat d'athlètes, parce que les prêtresses de Cérès, à Olympie, avaient aussi le droit d'assister à ce spectacle. Chapitre 13. Tridate vient à Rome lui rendre hommage. Je mettrai aussi au nombre des spectacles qu'il donna l'entrée de Tiridate à Rome. Il avait fait venir ce roi d'Arménie à force de promesses et fixé par un édit le jour où il voulait le montrer au peuple, cérémonie que le mauvais temps fit différer. Mais, à la première occasion favorable, il fit placer des cohortes armées autour des temples qui avoisinaient le forum,
et il alla s'asseoir près des rostres sur une chaise curule. En costume de triomphateur, au milieu des enseignes militaires et des aigles romaines. Tiridate, devant Néron, Tiridate monta le long d'une rampe inclinée et se mit à genoux devant Néron, qui, l'ayant relevé lui-même de sa main droite et embrassé, accueillit sa demande, lui ôta la tiare et lui mit le diadème sur la tête, tandis qu'un ancien prêteur expliquait à la multitude en le traduisant les prières du suppliant. On le conduisit de là au théâtre, où l'empereur, après avoir reçu de nouveau son hommage, le fit placer à sa droite. Néron fut alors salué par l'assemblée du titre d'imperator, il porta une couronne de laurier au Capitole et ferma le temple de Janus à deux faces, comme s'il ne fût resté aucune guerre à terminer. Chapitre 14. Ses consulats. Il fut 4 fois consul, la première fois pendant 2 mois, la seconde et la dernière pendant 6, et la troisième pendant 4. Ces deuxième et troisième consulats furent consécutifs. Le premier et le dernier furent séparés des autres par des intervalles d'1 an. Chapitre 15. Sa manière de rendre la justice, ses réformes et ses innovations. Il ne répondait guère aux demandes des plaideurs que le lendemain, et par écrit. À ses audiences, il supprima les plaidoiries continues, écoutant alternativement les parties sur chaque point de la contestation. Quand il se retirait pour délibérer, il n'opinait ni en commun, ni devant tout le monde, mais, sans rien dire, il lisait à l'écart les opinions écrites par chacun des juges et il prononçait la sentence qui lui plaisait, comme si elle eût été l'expression de la majorité des avis. Pendant longtemps, il n'admit point au Sénat les fils d'affranchis, et il n'accorda aucune dignité à ceux que les précédents empereurs y avaient fait entrer. Aux candidats qui excédaient le nombre de magistratures, il donnait, pour les consoler de ce retard, le commandement de quelques légions. D'ordinaire, il conférait le consulat pour 6 mois. L'un des consuls étant mort vers les calendes de janvier, il ne le remplaça point, blâmant l'expression donnée autrefois dans la personne de Caninus Rebilius, qui ne fut qu'un seul jour consul. Il décerna les ornements triomphaux à d'anciens questeurs et même à quelques chevaliers, et ne se fut pas toujours pour des services militaires. Quand il s'adressait des discours au Sénat sur un sujet quelconque, il les faisait lire ordinairement par un consul, quoique ce fût l'office du questeur. Chapitre 16. Ses projets et ses plans pour la reconstruction et l'agrandissement de Rome. Ses édits contre le luxe et contre d'autres abus. Les chrétiens sont livrés au supplice. Il traça un nouveau plan pour la construction des édifices de Rome, et il fit bâtir à ses frais des portiques devant toutes les maisons, isolées ou contiguës, afin que, du haut des plateformes, on pût arrêter les incendies. Il voulait aussi prolonger jusqu'à Ostie les murs de Rome, et faire entrer la mer dans la vieille ville, par un canal. Il y eut, sous son règne, beaucoup d'abus réprimés et punis, beaucoup de règlements sévères. On imposa des bornes au luxe. Les repas donnés au peuple furent convertis en distributions appelées sportules. Il fut défendu de vendre rien de cuit dans les cabarets, excepté des légumes frais ou à grains, tandis qu'on y vendait auparavant toutes sortes de mets. Les chrétiens, espèces d'hommes infectés de superstitions nouvelles et dangereuses, furent livrés au supplice. On mit un frein à la licence des conducteurs de chars, qui, dans leur vie vagabonde, se croyaient tout permis, et s'étaient fait une habitude et un jeu de l'escroquerie et du vol. On exila ceux qui cabalaient pour ou contre les pantomimes, et avec eux les pantomimes qui étaient l'occasion de ces cabales. Chapitre 17. Précautions prises contre les faussaires, règlement judiciaire de Néron. On imagina, contre les faussaires, le
la précaution de n'employer que des tablettes percées en plusieurs endroits, et l'on y imprimait le sceau qu'après avoir passé 3 fois les cordons dans ses trous. Il fut décrété que, dans les testaments, les 2 premières pages seraient présentées vides aux témoins, et qu'on n'y inscrirait que le nom du testateur. Que celui que écrirait le testament d'un autre ne pourrait s'y donner un legs, que les plaideurs paieraient un salaire fixe et équitable à leurs avocats, et ne donneraient absolument rien pour les bancs, le trésor, les fournissant gratuitement. Enfin, que les procès du trésor seraient portés au forum et devant les récupérateurs, et tous les appels déférés au Sénat. Chapitre 18. Il ne cherche pas à étendre l'Empire. Il ne céda jamais à l'espérance ou à la tentation d'étendre et d'augmenter l'Empire. Il songea même à retirer les légions de la Bretagne. Il n'en fut détourné que par la crainte de paraître attenter à la gloire de son père. Il se contenta de réduire en province romaine le royaume de Pont, qui lui céda Polémon, et celui des Alpes après la mort de Cotius. Chapitre 19. Ses voyages, il veut percer l'isthme de Corinthe, la phalange d'Alexandre le Grand. Il n'entreprit que 2 voyages, l'un à Alexandrie et l'autre en Achaïe. Mais il renonça au premier le jour même de son départ, effrayé qu'il fût par un scrupule religieux et par la crainte d'un danger. En effet, s'étant assis dans le temple de Vesta, après avoir visité tous les autres, il fut d'abord retenu par un pain de sa toge, et au moment de se lever, il sentit de sa vue s'obscurcir au point de ne plus rien distinguer. En Achaïe, il voulut percer l'isthme. Ayant donc harangué les prétoriens pour les exhorter à ce grand ouvrage, il en fit donner le signal par la trompette, porta lui-même le premier coup de pioche et chargea ses épaules d'un petit panier rempli de terre. Il méditait aussi une expédition vers les portes caspiennes, et il avait levé dans ce but une légion de recrues italiennes composée d'hommes de 6 pieds, et qu'il appelait la phalange d'Alexandre le Grand. J'ai rassemblé ici toutes ces actions, dont les unes sont au-dessus de tout éloge, et les autres de tout reproche, afin de les séparer des infâmes et des crimes, dont je vais commencer le récit. Chapitre 20. Son goût pour la musique, ses études, il débute sur le théâtre de Naples, il organise une troupe d'applaudisseurs. La musique est l'un des arts auxquels on l'avait instruit dans son enfance. À peine empereur, il fit venir au palais Terpnus, le meilleur joueur de lyre de son temps. Et pendant plusieurs jours de suite, il s'assit près de lui, après le repas du soir, et l'écouta chanter jusqu'à bien avant dans la nuit. Peu à peu, il se mit à méditer sur cet art et s'y exerça lui-même, ne négligeant aucune des précautions que prennent ordinairement les chanteurs pour conserver leur voix, ou pour la favoriser, et pour la fortifier, comme de se coucher sur le dos, la poitrine ouverte d'une lame de plomb, de prendre des lavements et des vomitifs, de s'abstenir des fruits et des aliments nuisibles à la voix. Enfin, content de ses progrès, quoiqu'il eût la voix faible et sourde, il voulut paraître sur la scène, et ne fit plus que répéter à ses courtisans ce proverbe grec que la musique n'est rien si on la tient cachée. C'est à Naples qu'il débuta, et malgré un tremblement de terre qui ébranla soudain le théâtre, il ne laissa pas d'achever l'air qu'il avait commencé. Il y chanta souvent et pendant plusieurs jours. Il prit ensuite un peu de temps pour refaire sa voix. Puis, impatient de la faire entendre en public, il parut tout à coup sur le théâtre au sortir du bain, et mangea dans l'orchestre à la vue d'un peuple nombreux, disant en grec que quand il aurait un peu bu, il filerait des sons exquises. Charmé des louanges que lui donnèrent en cadence les habitants d'Alexandrie, dont la commerce des grains avait attiré à Naples un grand nombre, il en fit venir d'autres encore. Ce ne fut pas tout, il choisit de jeunes chevaliers et plus de 5000 plébéiens d'une jeunesse vigoureuse, qui, partagés en plusieurs corps, apprirent les différentes manières d'applaudir.
tels que les bourdonnements, les tuiles, les castagnettes, et qui devaient le seconder toutes les fois qu'il chanterait. On les distinguait à leur épaisse chevelure, à leur mise élégante, à l'absence d'anneaux, à leur main gauche, et leur chef gagnait 400 000 sesterces. Chapitre 21. Il concourt pour le prix du chant à Rome. Il y joue sur tous les théâtres ses principaux rôles. Comme c'était à Rome qu'il tenait surtout à chanter, il y fit célébrer les jeux néroniens avant l'époque marquée. Et tout le monde, ayant demandé avec instance et entendre sa voix céleste, il répondit qu'il céderait à ce vœu dans ses jardins. Mais les soldats qui étaient alors de garde joignit leur prière à celle de la multitude. Il promit, et c'était son désir le plus ardent, de chanter ce jour-là, même sur le théâtre. Il ordonna aussitôt d'inscrire son nom sur la liste des joueurs de lyre qui devaient concourir, le fit jeter dans l'urne pour être tiré au sort avec les autres, et entra en scène à son tour. Les préfets du prétoire portaient sa lyre, après eux venaient les tribuns des soldats. Autour de lui étaient ses amis les plus intimes. Quand il eut assuré sa pose et achevé son prélude, il fit annoncer par le consulaire Cluvius Rufus qu'il allait chanter Niobé, et il resta en scène jusqu'à la 10e heure. Il remit à l'année suivante le prix du chant et les autres parties du concours, afin d'avoir plus souvent l'occasion de chanter. Mais ce délai lui parut bien long, et il ne cessa de se montrer sur le théâtre. Il ne fit même aucune difficulté de jouer avec les acteurs dans les spectacles donnés par des particuliers. Et un prêteur lui offrit un jour 1 million de sesterces. Il fit aussi des personnages de tragédie, en y mettant pour condition que le masque des héros et des dieux ressemblerait à sa figure, et celui des aurines et des déesses à la femme qu'il aimait le plus. Il chanta, entre autres rôles, Canacée dans l'enfantement, Oreste, l'assassin de sa mère, Oedipe aveugle, Hercule furieux. On raconte qu'à la représentation de cette dernière pièce, un jeune soldat qui était de garde à l'entrée du théâtre, le voyant chargé de chaînes, comme l'exigeait le sujet, accourut pour lui prêter main forte. Chapitre 22. Sa passion pour les courses du cirque. Il conduit lui-même des chars. Il se passionna, dès son plus jeune âge, pour les exercices du cheval, et il ne s'entretenait le plus souvent que des courses du cirque, malgré la défense qui lui en était faite. Un jour, qu'il déplorait, avec ses condisciples, le sort d'un cocher vert qui avait été traîné par ses chevaux, son maître, l'en ayant repris, il lui dit qu'il parlait d'Hector. Dans les commencements de son règne, il s'amusait à faire rouler sur une table de jeu des quadriges d'ivoire, et, du fond de sa retraite, il accourait aux moindres solennités du cirque, d'abord en secret, ensuite ouvertement, en sorte que personne ne doutait de le voir arriver le jour fixé pour les jeux. Il annonça enfin qu'il voulait augmenter le nombre des prix. Grâce à la multiplicité des courses, le spectacle se plongea jusqu'au soir, et les chefs des diverses factions ne consentirent désormais à amener leurs troupes de cochers que pour la journée entière. Néron voulut aussi conduire des chars, et se donna plusieurs fois un spectacle. Après s'être essayé quelque temps dans ses jardins, devant ses esclaves et le bas peuple, il se fit voir dans le grand cirque, aux yeux de tous les Romains, et ce fut un affranchi qui donna le signal, du même lieu d'où le donnent ordinairement les magistrats. Non content d'avoir fait à Rome l'épreuve de ses talents, il alla, comme nous l'avons dit, les montrer en Achaïe. Voici surtout ce qui la détermina. Les villes où sont institués des concours de musique avaient coutume de lui envoyer toutes les couronnes des citharèdes. Il était si flatté de cet hommage que les députés qui venaient les lui offrir étaient non seulement reçus les premiers à ses audiences, mais encore admis à ses repas particuliers, et quelques-uns d'entre eux l'ayant, un jour, prié de chanter à table, et lui ayant
prodiguer toutes sortes d'éloges, il s'écria qu'il n'y avait que les Grecs qui sussent écouter et qui fussent dignes de lui-même et de ses efforts. Il partit donc sans délai, et à peine débarqué à Cassiope, il chanta devant l'autel du Jupiter Cassius. Chapitre 23. Il dispute aux artistes tous les prix. Mesure d'ordre prescrite quand il chantait. Ruse employée pour sortir du théâtre, sa jalousie contre ses rivaux, sa crainte des juges. On le vit désormais prendre part à toutes les luttes des artistes. Il réunit à cet effet dans une même année les spectacles ordinairement donnés à de longs intervalles, les uns des autres. Il voulut même qu'on en recommençât quelques-uns, et il fit, contre l'usage, ouvrir à Olympie un concours de musique. Rien ne put le détourner, ni le distraire de ce genre d'occupation. Et son affranchi, Hélius, lui ayant écrit que les affaires de Rome y exigeaient sa présence, il lui répondit « En vain, êtes-vous d'avis et souhaitez-vous que je revienne promptement ? Vous devez plutôt vouloir et désirer que je revienne digne de Néron. » Il n'était pas permis, lorsqu'il chantait, de sortir du théâtre, même pour les motifs les plus impérieux. Aussi dit-on que plusieurs femmes accouchèrent au spectacle et que beaucoup de spectateurs, las de l'entendre et de l'applaudir, sautèrent furtivement par-dessus les murs de la ville dont les portes étaient fermées, ou feignirent d'être morts pour se faire emporter. On ne saurait croire quelle terreur et quelle anxiété il montrait dans la lutte. Quelle jalousie contre ses rivaux, quelle crainte des juges. Ses rivaux, il les observait, les épiait sans cesse et les décriait en secret, comme s'ils eussent été de la même condition que lui. Quelquefois même, il leur disait des injures quand il les rencontrait. Et s'il s'en trouvait dans le talent fût supérieur au sien, il prenait le parti de les corrompre. Quant aux juges, il leur adressait, avant de commencer, une respectueuse et humble allocution. Il avait fait, disait-il, tout ce qu'il pouvait faire, mais l'événement dépendait de la fortune, et c'était à eux, hommes sages et instruits, d'écarter les chances du hasard. Lorsqu'il exhortait à avoir bon courage, il se retirait un peu plus tranquille, mais ne pouvant bannir toute inquiétude. Il attribuait à la malveillance et à l'envie le silence que quelques-uns d'entre eux gardaient par pudeur, et il disait les tenir pour suspects. Chapitre 24. Sa soumission aux lois du concours, il fait abattre les statues de tous les vainqueurs, il conduit un char aux Jeux olympiques, et il est couronné, malgré une chute qui l'empêche d'achever la course. Il se soumettait, pendant la lutte, à toutes les lois du théâtre, au point de ne pas oser cracher et d'essuyer avec ses bras la sueur de son front. Ayant dans une tragédie laissé tomber son sceptre, il le ramassa aussitôt d'une main inquiète et tremblante, tant il craignait que, pour cette faute, on ne le mit hors du concours. Il fallut pour le rassurer que son pantomime lui protesta que ce mouvement n'avait pas été aperçu, au milieu de la joie et des acclamations du peuple. Lui-même se proclamait vainqueur. Aussi concourait-il toujours pour l'emploi du héros. Voulant effacer toute trace et tout souvenir des autres vainqueurs des jeux sacrés que des siennes, il fit renverser, traîner avec un croc et jeter dans les latrines les statues et les bustes de tous les vainqueurs. Il disputa aussi le prix de la course des chars en plusieurs endroits et aux Jeux olympiques. Il en conduisit un attelé de 10 chevaux, quoiqu'il eût blâmé, dans ses vers, cette même prétention du roi Mathridane. Mais, lancé hors de son char et replacé dedans, il n'y put rester, et il en descendit avant la fin de la lutte, ce qui ne l'empêcha pas d'être couronné. Avant de partir, il fit don de la liberté à toute la province, et aux juges d'une somme considérable avec le droit de cité romaine. Il annonça lui-même ses bienfaits du milieu du stade le jour des Jeux isthmiques. Chapitre 25. Son entrée triomphale
dans différentes villes et à Rome. Ses précautions pour conserver sa voix. À son retour de la Grèce, il entra dans Naples, théâtre de ses débuts, sur un char traîné par des chevaux blancs, et selon le privilège des vainqueurs des jeux sacrés, par une brèche faite à la muraille. Il entra de la même manière dans Antium, dans le domaine d'Albe, et dans Rome. Il fit son entrée à Rome sur le char qu'il avait servi au triomphe d'Auguste, avec une robe de pourpre, une chlamyde parsemée d'étoiles d'or, la couronne olympique sur la tête, et dans la main droite celle des jeux pythiens. Les autres étaient pompeusement portés devant lui avec des inscriptions qui disaient où il les avait gagnés, contre qui, quel était le sujet de ses chants ou de ses prières. Derrière le char se pressaient des applaudisseurs à gages, criant comme dans les ovations. Qu'ils étaient les Augustiens et les soldats de son triomphe. On démolit ensuite une arcade du grand cirque, et il se dirigea par le Velabrum et le Forum vers le mont Palatin et le temple d'Apollon. Partout sur son passage, on immolait des victimes, on parsemait les rues de poudre de safran, on jetait des oiseaux, des rubans, des gâteaux. Il suspendit les couronnes sacrées dans ses chambres à coucher autour des lits. Il remplit aussi ses appartements de statues qui le représentaient en citharède, et il fit frapper une médaille où il portait ce costume. Loin de se refroidir avec le temps pour son art et de négliger, il avait soin, pour conserver sa voix, de ne faire de proclamation aux soldats que lorsqu'il était absent, ou d'y employer l'organe d'un autre. Et quelque chose qu'il fit, affaire sérieuse ou non, il avait toujours auprès de lui son maître de déclamation, qui l'avertissait de ménager sa poitrine et de tenir un lage devant sa bouche. Enfin, il réglait le plus souvent sa haine ou son amitié sur le plus ou moins de louanges que l'on donnait à ses talents. Chapitre 26. Ses débauches nocturnes, ses amusements, sa conduite au théâtre. Il ne se livra d'abord que par degrés et en secret à la fougue de ses passions, à la débauche, au goût du luxe, à l'avarice, à la cruauté que l'on voulut faire passer pour des erreurs de jeunesse. Mais personne, même alors, ne douta que ne fussent plutôt les vices de son caractère que de son âge. Dès que le jour baissait, il se couvrait la tête du bonnet, des affranchis ou d'un chapeau, courait les cabarets de la ville, et errait dans tous les quartiers, faisait çà et là des plaisanteries qui n'étaient pas toujours inoffensives. Il se jetait sur les passants qui revenaient d'un souper, les blessait quand ils faisaient résistance, et les précipitait dans les égouts. Il brisait et pillait les boutiques et il avait établi chez lui un comptoir où il vendait par lot et à l'enchère pour en dissiper ensuite le produit, les objets qu'il avait ainsi volés. Il manqua souvent de perdre les yeux et même la vie dans ses rixes. Un homme de rang sénatorial, sur la femme duquel il avait porté la main, pensa le faire mourir sous les coups. Aussi, depuis cette fois-là, il ne sortit plus à la même heure, sans se faire suivre de loin dans l'ombre par des tribuns de sa garde. Le jour, il se faisait porter au théâtre dans une litière fermée, et de haut de l'avant-scène, il déclenchait, en donnant le signal, et contemplait les émeutes excitées par les pantomimes. Quand on venait aux mains, et qu'on se lançait des pierres et des bancs cassés, il en jetait lui-même au peuple, et une fois, il blessa un prêteur à la tête. Chapitre 27. Il étale ses vices au grand jour, ses dîners publics. Mais bientôt ses vices se fortifiant, il en dédaigna les secrets plaisirs, ne prit plus la peine de dissimuler et osa davantage. Il prolongeait ses repas depuis le milieu du jour jusqu'au milieu de la nuit, et il prenait du temps en temps des bains chauds, ou, pendant l'été, des bains rafraîchis avec de la neige. Il soupait quelquefois dans un lieu public que l'on fermait, comme la Naumachie, le Champ de Mars ou le Grand Cirque, et il s'y faisait servir par toutes les prostituées de la ville ou par des joueuses de flûte. Toutes les fois qu'il s'y rendait à Ostie par le Tibre ou qu'il passait en naviguant près du golfe de Bai,
On établissait, tout le long du rivage, de petites hôtelleries et des lieux de débauche où des femmes de distinction, imitant des manières engageantes des aubergistes et des courtisanes, le pressaient, qui ça, qui là, d'aborder. Parfois aussi, il s'invitait à souper chez ses familiers. Il en coûta l'un d'eux pour un banquet où l'on portait le mitre, 4 millions de sesterces, et à autre encore davantage pour un banquet avec des roses. Chapitre 28. Ses adultères, son mariage avec Sporus, sa passion incestueuse pour Agrippine. Sans parler de son commerce de débauche avec des hommes libres et de ses adultères avec des femmes mariées, il viola la Vestale Rubria. Peu s'en fallut qu'il n'épousât en légitime mariage la franchie Actée. Il suborna, même à cet effet, des consulaires, qui affirmèrent avec serment qu'elle était d'origine royale. Il fit couper les testicules à un enfant, nommé Sporus, essaya même de le métamorphoser en femme. L'orna, un jour, du voile nuptial, lui constitua une dot et se l'étant fait amener avec toute la pompe d'un mariage au milieu d'un nombreux cortège, il lui traita comme son épouse, ce qui fit dire assez plaisamment à quelqu'un qu'il eût été fort heureux pour le genre humain que son père Domitius eût épousé une pareille femme. Il revêtit ce Sporus du costume des impératrices, les fit porter en litière, et se fit accompagner de lui dans les assises judiciaires et les marchés de la Grèce et au sigillaire de Rome, lui donnant de temps en temps des baisers. Il est avéré qu'il voulut jouir de sa mère. Les ennemis d'Agrippine l'en détournèrent dans la crainte de cette femme impérieuse, et, violente, ne prit sur lui, par ce genre de faveur, un empire absolu. Mais il reçut bientôt, parmi ses concubines, une courtisane qui ressemblait beaucoup à Agrippine. On assure aussi qu'avant ce temps-là, toutes les fois qu'il se promenait en litière avec sa mère, il satisfaisait sa passion incestueuse, ce qui prouvait assez les taches de ses vêtements. Chapitre 29. Ses prostitutions publiques, son indulgence pour les débauchés. Après avoir prostitué dans les monstrueuses débauches presque toutes les parties de son corps, il imagina pour finir, en guise de jeu, de se couvrir d'une peau de bête et de s'élancer d'une cage sur les parties sexuelles d'hommes ou de femmes attachées à des poteaux. Puis, quand il avait assouvi ses désirs, il se livrait à son affranchi Doryphore. Il se fit même épouser par ce dernier, comme il avait épousé Sporus. Et alors il contrefaisait la voix et les cris des jeunes filles auxquelles on fait violence. Je tiens de plusieurs personnes qui étaient convaincues qu'aucun homme absolument né chaste n'est exempt de quelque souillure corporelle, mais que le grand nombre sait dissimuler le vice et le cacher habilement. Aussi pardonnait-il tous les autres défauts à ceux qui avouaient devant lui leur lubricité. Chapitre 30. Ses profusions et son luxe. Il ne croyait pas que la possession des richesses dût avoir d'autres avantages que la prodigalité. Pour être avare et sordide à ses yeux, il suffisait de compter ses dépenses, pour être splendide et magnifique. Il fallait se ruiner. Ce qu'il louait et admirait le plus dans son oncle Caius, c'était d'avoir dissipé en peu de temps les immenses trésors amassés par Tibère. Aussi ne mettait-il de mesure ni dans ses dépenses ni dans ses largesses. On aura peine à croire qu'il dépensait pour Tiridate 800 000 sesterces par jour. À son départ, il lui en donna plus de 100 millions. Il fit don aux Cytarèdes, Ménécrates et aux Myrmillons, Spiculus, des patrimoines et des maisons dignes de personnages triomphaux. Il fit des funérailles presque royales à l'usurier Cercopithecus Paneros, qu'il avait enrichi de belles propriétés à la ville et à la campagne. Jamais il ne mit un habit 2 fois. Il jouait au dé à 400 000 sesterces
point. Il pêchait avec filets dorés, dont les mailles étaient de pourpre et d'écarlate. Jamais, dit-on, il ne voyageait avec moins de 1000 voitures. Ses mulets étaient ferrés d'argent, ses muletières vêtues de belle laine de Canuse, sa foule de mazas et de messagers était ornée de bracelets et de phallaires. Chapitre 31. Ces constructions gigantesques et ruineuses. Rien ne lui coûta plus cher que ces constructions. Il étendit son palais depuis le Palatium jusqu'au Esquili. Et cette demeure fut appelée la maison du passage. Mais le feu ayant consumé l'édifice, il en fit construire un autre, qu'il nomma le palais d'or. Il suffira de dire, pour en faire connaître et l'étendre et la magnificence, que l'on voyait dans le vestibule une statue colossale de Néron, haut de 120 pieds, qu'elle était si vaste qu'elle contenait un triple portique de 1000 pas de long, qu'il y avait une pièce d'eau imitant la mer, et bordée d'édifices qui donnaient l'idée d'une grande ville, qu'on y voyait aussi des plantes, des champs de blé, des vignobles, des pâturages et des forêts, peuplés d'une multitude de troupes et de bêtes fauves. L'intérieur était doré pourtant et orné de pierreries et de nacres de perles. Le plafond des salles à manger était fait de tablettes d'ivoire mobiles, d'où s'échappaient par quelques ouvertures des parfums et des fleurs. La plus belle de ces salles était ronde et tournée jour et nuit pour imiter le mouvement circulaire du monde. Les bains étaient alimentés par les eaux de la mer et par celles d'Albula. Ce palais terminé, il dit, le jour où il en fait la dédicace, « Je vais donc être enfin logé comme un homme. » Il avait, en outre, commencé des bains entièrement couverts, depuis Misène jusqu'au lac d'Averne, qui eussent été entourés de portiques, et où il eût fait venir toutes les eaux thermales de baie. Enfin, il voulait creuser de l'Averne jusqu'à Ostie un canal qui aurait dispersé de la navigation par mer. Canal d'une longueur de 160 milles et d'une largeur telle que 2 vaisseaux à 5 rangs de rames auraient pu s'y croiser. Pour achever de pareils ouvrages, il fit amener en Italie les détenus de toutes les parties de l'Empire, et il ordonna que les condamnations prononcées désormais contre les criminels n'entraînassent pas d'autres peines que ces travaux. Ce qui le poussait à cette fureur de dépenser, c'était, outre sa confiance en son pouvoir, l'espérance, subitement conçue, d'un trésor immense et caché, qu'un chevalier romain assurait de devoir se trouver dans les vastes cavernes en Afrique, où la reine Didon l'avait jadis apporté en fuyant de Tyr, et d'où l'on pouvait le tirer presque sans peine. Chapitre 32. Ces exactions, ces confiscations, ces rapines. Mais trompé dans cette espérance, appauvri, épuisé, dénué de ressources, en point d'ajourner la paye des soldats et les pensions des vétérans, il eut recours aux rapines et aux fausses accusations. Il statua, avant tout, qu'on lui adjurait les 5/6 au lieu de la moitié dans les successions des affranchis qui auraient, sans une raison plausible, porté le nom d'une des familles auxquelles il était allié. Que les biens de ceux qui dans leur testament, se seraient montrés ingrats envers le prince, appartiendraient au fisc, et que les jurisconsultes qui les auraient écrits ou dictés seraient punis, enfin que l'on poursuivrait pour crime de lèse-majesté tous ceux dans les paroles où les actions trouveraient un dénonciateur. Il se fit rendre les présents faits par lui aux différentes villes qui lui avaient discerné des couronnes dans les concours. Il avait défendu l'usage des couleurs pourpres et violettes, et un jour, de marché, il envoya sous main un marchand en vendre quelques anses, afin de fermer les boutiques de toutes les autres.
Ayant aperçu au spectacle, pendant qu'il chantait, une femme de distinction parée de cette pourpre défendue, il la montra, dit-on, à ses agents. Et l'ayant fait emmener sur le champ, il confisqua et sa robe et ses biens. Il ne conféra plus aucune charge, sans ajouter « Vous savez ce dont j'ai besoin » ou bien « Faisons en sorte que personne n'ait rien en propre ». Il finit par dépouiller la plupart des temples et il en fendit toutes les statues d'or et d'argent, entre autres celles des dieux Pénates, que Galba rétablit ensuite. Chapitre 33. Son rôle dans le meurtre de Claude, il empoisonne Britannicus. C'est par Claude qu'il commença ses meurtres et ses parricides. Il fut certainement complice de sa mort, s'il n'en fut pas l'auteur. S'il s'en cachait même si peu, qu'il affectait de répéter un proverbe grec qui vante comme une nourriture divine les cèpes, sorte de mets qui avait servi à empoisonner Claude. Il n'est sorte d'outrage dont il n'accabla sa mémoire dans ses actes ou dans ses discours, l'accusait tantôt de sottise, tantôt de cruauté. Il disait, par exemple, en jouant sur le mot morari, dont il allongeait la première syllabe, que Claude avait cessé de demeurer, ou de faire des extravagances, parmi les hommes. Il annula un grand nombre de ses décrets et de ses décisions, comme des actes de bêtise et de démence. Enfin, il n'entoura que d'un mauvais mur la place où l'on avait brûlé son corps. Jaloux de Britannicus, qui avait une plus belle voix que lui, et craignant d'ailleurs que le souvenir de son père ne lui donnât un jour un grand crédit auprès du peuple, il résolut de s'en défaire par le poison. Une certaine Locuste, qui avait découvert des poisons variés, fournit à Néron une potion dont l'effet trompa son impatience, et qui ne produisit chez Britannicus qu'un court de ventre. Il fit venir cette femme et la frappa de sa main, lui reprochant d'avoir composé un remède au lieu d'un poison. Comme elle s'en excusait sur la nécessité de cacher un tel crime, sans doute, répondit-il ironiquement, je crains la loi Julia. Et il la força de préparer, dans sa chambre et devant lui, le poison le plus actif et le plus prompt qui lui serait possible. Il l'essaya sur un chevreau qui vécut encore 5 heures. Aussi le fit-il fortifier et recuire encore, après quoi il le fit prendre à un marcassin, qui expira sur le champ. Alors Néron commanda de porter ce poison dans la salle à manger, et de le donner à Britannicus, qui soupait à sa table. Le jeune prince tomba aussitôt qu'il en eut goûté. Néron dit aux convives que c'était une attaque d'épilepsie, mal auquel il était sujet. Et dès le lendemain, il le fit ensevelir à la hâte et sans aucune cérémonie par une pluie battante. Quant à Locuste, elle reçut de lui, pour prix de ce service, l'impunité, des domaines considérables et même des disciples. Chapitre 34. Il fait tuer sa mère et la sœur de son père. Sa mère, en observant ses actions et ses paroles, en le reprenant parfois avec amertume, ne tarda pas à lui peser. Il feignit d'abord, pour la rendre odieuse, de vouloir abdiquer l'Empire et s'en aller à Rhodes. Ensuite, il lui ôta tous ses honneurs et toute sa puissance. Et il lui retira ses soldats et sa garde germaine. Il la bannit de sa présence et enfin de son palais. Il n'est pas de vexation qui ne lui fût endurée par ses agents, qui, lorsqu'elle était à Rome, lui suscitaient une foule de procès, et, quand elle se retirait à la campagne, passait devant sa demeure, par terre ou par mer, en l'accablant d'injures et de railleries. Mais, effrayé de ses menaces et de sa violence, il résolut de la perdre. 3 fois, il essaya du poison, et il vit qu'elle n'était munie d'antidote. Alors il fit cacher dans sa chambre, au-dessus de son lit, des poutres que le ressort d'une machine devait faire tomber sur elle pendant son sommeil. Mais l'indiscrétion de ses complices fit avorter ce projet. Il imagina enfin un navire qu'il pût se disloquer, construit de manière à ce qu'elle pérît noyée ou écrasée dans sa cabine. Il feignit donc une réconciliation et l'invita, par une lettre des plus tendres, à venir à Baie célébrer avec lui les fêtes des Quinquatries. Il eut soin de
prolonger le festin pour donner au commandement des navires le temps de briser, comme par un choc fortuit, ainsi qu'il en avait l'ordre, la galère liburienne qui l'avait amené. Et quand elle voulut s'en retourner à Baule, il lui offrit, au lieu de sa galère avariée, le vaisseau construit pour sa perte. Il l'accompagna gaiement jusqu'au navire, lui baisa même le bout des seins en la quittant, et veilla une partie de la nuit, attendant avec anxiété le résultat de cette machination. Quand il apprit comment tout s'était passé et qu'Agrippine s'était échappée à la nage, il ne sut plus quoi que faire. Bientôt, Argemus, affranchi de sa mère, étant accouru, tout joyeux lui annoncer qu'elle était sauvée, il jeta près de lui un poignard sans qu'il s'en aperçût, et il ordonna de le saisir et de le garrotter, comme un assassin envoyé par elle. Puis il fit tuer sa mère et dit qu'elle s'était donné la mort, en voyant ce crime découvert. On ajoute des circonstances atroces, et l'on en cite des garants, qu'il courut voir le cadavre, qu'il le toucha partout, qu'il le loua quelque forme, et qu'il en critiqua d'autres. Et que, se sentait soif pendant cet examen, il se fit donner à boire. Mais malgré les félicitations de l'armée, du Sénat et du peuple, il ne put échapper à sa conscience. Le supplice aussitôt commencé ne finit plus, et il avoua souvent que l'image de sa mère poursuivait partout, et que les furies agitaient devant lui leurs fouets vengeurs et leurs torches ardentes. Il essaya d'évoquer et d'apaiser ses mânes en faisant faire un sacrifice par des mages. Dans son voyage en Grèce, il n'osa pas se faire initier au mystère d'Éleusis, effrayé par la voix du héros, qui en défend l'accès aux criminels et aux impies. À ce parricide, Néron joignit le meurtre de sa tante. Elle était alitée en raison d'une constipation, il alla la voir. Par une familiarité ordinaire aux personnes âgées, elle lui passa sur la barbe une main caressante en disant « Quand j'ai revu tomber cette barbe, j'aurai assez vécu. » Néron dit, comme en plaisantant, à ceux qui étaient là, qu'il allait se la faire abattre sur le champ, et il ordonna au médecin de purger violemment la malade. Elle n'avait pas les yeux fermés, qu'il s'empara de ses biens, et, pour n'en rien perdre, il supprima son testament. Chapitre 35. Ses mariages et ses divorces. Il fait périr ses femmes d'Octavie et Popée, Sénèque et Burius. Il eut pour femme, après Octavie, Popéa Sabina, mariée d'abord à un chevalier romain et dont le père avait été questeur, et Statilia Messalina, arrière-petite-fille de Taurus, lequel avait obtenu 2 fois le consulat et le triomphe. Pour se l'approprier, il fit tuer son mari, Atticus Vestinius, alors consul. Dégoûté, Octavie, il dit à ses amis qui lui reprochaient de s'être séparés si tôt, que les ornements matrimoniaux devaient lui suffire. Il voulut plusieurs fois l'étrangler, et il la répudia comme stérile. Mais le peuple le blâmant se divorce et s'en portant même contre l'empereur en invective. Il la bannit et enfin la fit périr comme coupable d'adultère. Accusation si imprudente et si fausse que tous ceux qui se furent mis à la torture ayant protesté de son innocence, il suborna son pédagogue Anicectus, qui déclara faussement avoir joui d'elle par ruse. Il épousa Popée 12 jours après avoir répudié Octavie, et il l'aima beaucoup, ce qui ne l'empêcha pas de la tuer d'un coup de pied, parce que, malade et enceinte, elle lui avait fait d'assez vifs reproches de ce qu'il était rentré un peu tard d'une course de chars. Il en eut une fille nommée Claudia Augusta, qui mourut fort jeune. Il n'est sorti de lien qu'il ne rompit par un crime. Il accusa de conspiration et fit mourir Antonia, fille de Claude, qui refusait de l'épouser après la mort de Popée. Il traita de même tous ceux à qui l'unissait une alliance de famille ou une parenté, entre autres la jeune Aulus Plautius, qu'il viola avant de l'envoyer au supplice, et qu'il fit frapper en disant que ma mère embrasse maintenant mon successeur. Car il prétendait qu'elle aimait ce jeune homme et lui faisait espérer l'empire. Popée avait eu, avant de l'épouser, une fille nommée Rufrius Crispinus,
Informé que cet enfant, dans ses jeux, se faisait le chef de l'empereur des autres, il donna l'ordre à ses propres esclaves de le jeter à la mer, quand il irait à la pêche. Il exila Tuscus, son frère de lait, pour s'être baigné étant gouverneur d'Égypte dans des bains construits pour l'arrivée de l'empereur. Il obligea son précepteur Sénèque à se donner la mort. Celui-ci avait souvent sollicité de lui la permission de se retirer et lui avait même offert tous ses biens. Mais Néron lui avait juré par tous les dieux que ses craintes étaient mal fondées et qu'il aimerait mieux mourir que de lui nuire. Il avait promis à Burrus, préfet du prétoire, un remède contre le mal de gorge. Il lui envoya du poison. Quant aux affranchis qu'il avait fait adopter par Claude et qui avaient été ses conseillers et les soutiens de sa puissance, il s'en défie, quand ils furent vieux et riches, en leur donnant du poison, soit dans leurs aliments, soit dans leurs boissons. Chapitres 36 et 37. Ces autres meurtres. Il ne déploya pas moins de cruauté envers les étrangers. Une étoile chevelue, astre qui, dans l'opinion du vulgaire, annonce aux maîtres du monde leur fin prochaine, s'était montré pendant plusieurs nuits de suite. Troublé par ce phénomène, il apprit de l'astrologue Balbilius que les rois avaient coutume de prévenir l'effet de ces funestes présages par le meurtre expiatoire de quelques victimes illustres, et de détourner ces menaces sur la tête des grands. Il projeta de faire périr les plus nobles citoyens. Il y mit d'autant plus d'acharnement que la découverte de deux conjurations lui en fournit, comme, à point nommé, un prétexte légitime. La première et la plus importante est celle de Pison, se tramait à Rome. La seconde, celle de la Vinicianus, fut conçue et découverte à Bénévent. Les conjurés se défendirent chargés de triples chaînes. Quelques-uns avouèrent eux-mêmes leur projet. D'autres allaient jusqu'à s'en faire un mérite, disant que la mort était le seul service qu'ils pussent rendre à un homme souillé de tant de crimes. Les enfants des condamnés furent chassés de Rome, et moururent de faim ou empoisonnés. Quelques-uns, c'est une chose connue, périrent avec leurs précepteurs et les esclaves chargés de porter leurs livres dans un même repas. D'autres furent privés de toute nourriture. Chapitre 37. Sa vie ne fut désormais qu'une suite d'assassinats. Personne n'était à l'abri de ses coups. Tout prétexte lui était bon. Parmi un gros nombre d'exemples, je ne citerai que ceci. Il fit un crime à Salvidienus Orphitus, d'avoir loué à certaines villes, pour y avoir un pied à terre, 3 boutiques de ses maisons, près du forum. Au jurisconsulte Cassius Longinus, qui était aveugle, d'avoir laissé sur un vieil arbre généalogique les images de C. Cassius, l'un des meurtriers de César. À Petius Thrasea, d'avoir le front sévère d'un pédagogue. Il ne donnait qu'un délai de quelques heures aux condamnés pour mourir. Afin de prévenir de toute cause de retard, il avait des médecins chargés, comme il le disait, de soigner les traînards, c'est-à-dire de leur couper les veines pour les faire mourir. À un Égyptien qui mangeait de la chair crue et tout ce qu'on lui présentait, il voulut, assure-t-on, donner des hommes à déchirer vivants et à dévorer. Fier et rempli d'orgueil par de si grands succès, selon lui, il soutenait qu'aucun prince n'avait encore su tout ce que l'on pouvait sur le trône. Il tint souvent à ce sujet des discours bien significatifs, disant qu'il n'épargnerait pas le reste des sénateurs, qu'un jour même il supprimerait cet ordre, qu'il donnerait aux chevaliers romains et à ses affranchis le commandement des provinces et des armées. Jamais, soit à son entrée dans le Sénat, soit à son départ, il ne daigna donner le baiser d'usage ou rendre le salut à aucun sénateur. Et dans la cérémonie dans laquelle on inaugura les travaux de l'isthme, il demanda aux dieux, devant la multitude et à haute voix, que l'entreprise tournât à sa gloire et à celle du peuple romain, sans faire aucune mention du Sénat. Chapitre 38. Il met le feu à Rome et chante, pendant cet incendie, la prise de Troie. Il n'épargna pas même le peuple de Rome, ni les murs de sa patrie. Un de ses familiers ayant cité dans la conversation ce vers grec.
que tout s'embrase et périsse après moi. Non, répondit-il, que ce soit de mon vivant. Et il accomplit sa menace. Choqué à ce qu'il disait, du mauvais goût des anciens édifices, du peu de largeur et de l'irrégularité des ruses, il fit mettre le feu à la ville, et si ouvertement que plusieurs consulaires, surprenant dans leur propriété des esclaves de sa chambre avec des étoupes et des flambeaux, n'osèrent pas les arrêter. Des greniers voisins du palais d'or et dans le terrain lui faisaient envie, furent incendiés et battus par des machines de guerre parce qu'ils étaient construits en pierre de taille. Ces ravages durèrent 6 jours et 7 nuits, et le peuple n'eut d'autre refuge que les monuments et les sépultures. Outre un nombre infini de maisons de rapport, le feu consuma les demeures des anciens généraux, encore ornées des dépouilles des ennemis. Les temples consacrés aux dieux par les rois de Rome ou bâtis pendant les guerres puniques et pendant celles de la Gaule, enfin tout ce que de l'Antiquité avait laissé de curieux et de mémorable. Néron contempla cet incendie du haut de la tour de Mécène. Charmé, disait-il, de la beauté de la flamme. Et il chanta, en costume de théâtre, la prise de Troie. Et il ne laissa pas même échapper cette occasion de pillage et de vol. Il s'était engagé à faire enlever gratuitement les cadavres et les décombres, et il n'en permit à personne d'approcher de ces restes devenus les siens. Il reçut et même exigea les contributions pour les réparations de Rome, et il faillit ruiner ainsi les particuliers et les provinces. Chapitre 39. Il supporte patiemment les injures et les satires. Aux outrages et aux maux qui venaient du prince, la fortune ajouta d'autres désastres. Une peste qui, dans un seul automne, fit inscrire 30 000 funérailles sur les registres de Libitine. Une défaite sanglante en Bretagne, suivie de pillages et 2 importantes forteresses, et du massacre d'un grand nombre des citoyens et d'allées. En Orient, des échecs honteux, des légions qui passèrent sous le joug en Arménie. La Syrie à peine a maintenu sous la domination romaine. Ce qui peut surprendre et mérite d'être remarqué, c'est qu'il ne supporta rien de plus patiemment que les satires et les injures, et qu'il ne se montra jamais plus doux qu'envers ceux qui l'attaquaient dans leurs discours ou dans leurs vers. On publia contre lui beaucoup d'épigrammes en grec et en latin, qui furent affichées partout, telles que celle-ci. Néron Orestre, Alcméon matricide, nouvel avis, Néron a tué sa propre mère. Qui nierait que Néron ne descende de la grande race d'aînés? L'un a emporté sa mère, l'autre a porté son père. Tandis que notre homme tend les cordes de sa lyre, tandis que le Parthe tend son arc, notre homme sera Péan. Péan, l'autre celui qui lance au loin ses traits. Rome va devenir une seule maison. Émigrez à Veii, Quirit, à moins que cette maison ne s'empare en plus de pays Veii. Il n'en rechercha pas les auteurs et s'opposa même à ce que l'on punisse sévèrement ceux qui furent dénoncés au Sénat. Isidore, le cynique, l'apostrophant en public, lui reprocha tout haut de si bien chanter les mots de Naupilius et de si mal user de ses biens. Datus, acteur d'Athellanès, commençant un air par ces mots « Salut à mon père, salut à ma mère », fit tour à tour le geste de boire et de nager, par illusion à la mort de Claude et à celle d'Agrippine, et comme il disait à la fin de la pièce « Orcus guide vos pas ». Il désigna du doigt le Sénat. Néron se contenta d'exiler de Rome et d'Italie le philosophe et le comédien, soit qu'il ne sentit plus aucun opprobre, soit qu'il craignit, en s'y montrant sensible, d'irriter les esprits. Chapitre 40. Révolte de Vindex et de l'armée des Gaules, sécurité de Néron. Le monde, après avoir supporté près de 14 ans un tel prince, le déposa enfin. Iulius Vindex, qui commandait alors dans les Gaules en qualité de proprêteur, donna le signal en soulevant sa province.
Des astrologues avaient prédit autrefois à Néron qu'il serait un jour déposé, ce qui lui avait fait dire ce mot célèbre « Notre petit art nous fera vivre ». Pour justifier l'ardeur qu'il apportait à l'étude de l'art lyrique où le prince devait trouver un agrément et le particulier une ressource. Toutefois, quelques devins lui avaient promis qu'après sa déposition, il aurait l'empire de l'Orient, d'autres le royaume de Jérusalem, d'autres encore qu'il retrouverait toute sa puissance. Cet espoir le flattant davantage, il crut quand il eut perdu et recouvrait la Bretagne et l'Arménie, avoir enfin accompli sa mauvaise destinée. Mais ayant consulté à Delphes l'oracle d'Apollon, il en reçut le conseil de se défier de la 73e année. Persuadé alors que ce serait là le terme de sa vie et fort éloigné de penser à l'âge de Galba, il se crut assuré d'une longue vieillesse et d'un bonheur sans fin et sans mélange, au point qu'ayant un jour perdu, dans un naufrage, des choses extrêmement précieuses, il osa dire à sa suite que les poissons les lui rapporteraient. C'est à Naples qu'il apprit le soulèvement des Gaules, le jour même où il avait tué sa mère. D'indifférence et de tranquillité, que l'on soupçonna qu'il était bien aise d'avoir une occasion de dépouiller, par le droit de la guerre, les plus riches provinces de l'Empire. Il se rendit sur le champ en gymnase, regarda lutter des athlètes, et prit le plus grand intérêt à leur exercice. On lui apporta, pendant son souper, des dépêches plus inquiétantes, et alors il s'emporta contre les révoltes en imprécations et en menaces. Pendant 8 jours, il ne répondit à aucune lettre, ne donna aucun ordre, aucune instruction, ne parla point cet événement et parut l'avoir oublié. Chapitre 41. Des nouvelles plus inquiétantes le font revenir à Rome. Il est rassuré, en route, par un présage. Troublé enfin par les fréquentes et injurieuses proclamations de Vindex, il écrivit Sénat pour l'exhorter à venger l'Empire et l'État. Et il s'excusa sur un mal de gorge et n'y être pas venu en personne. Mais, dans ses manifestes, rien ne le blessa tant que de se voir traité de mauvais Citharède et appelé Énobarbus au lieu de Néron. Il déclara qu'il allait renoncer à son nom d'adoption et reprendre son nom de famille, dont on prétendait lui faire un sujet d'outrage. Quant aux autres imputations, rien, selon lui, n'en démontrait mieux la fausseté que le reproche d'ignorer un art qu'il avait cultivé avec tant d'ardeur et de succès. Et il allait demandant à chacun s'il en connaissait un plus grand artiste que lui. Cependant, les courriers arrivaient les uns sur les autres. Saisi d'effroi, il prit le chemin de Rome. Sur sa route, un présage frivole releva son courage. Il vit, en bas-relief, sur un monument, un soldat gaulois qu'un cavalier romain, son vainqueur, traînait par les chevaux. À cette vue, il sauta de joie et rendit au ciel des actions de grâce. Toutefois, il n'assembla ni le Sénat ni le peuple. Il tint conseil à la hâte avec quelques-uns des principaux citoyens convoqués chez lui, et il passa le reste du jour à essayer devant eux des instruments de musique hydraulique, d'une nouvelle espèce. Il leur en fit remarquer, pièce à pièce, le mécanique et le travail, assurant qu'il les ferait porter au théâtre, pourvu que Vindex le lui permît. Chapitre 42. Révolte de Galba et de l'Espagne. Accablement de Néron. Ses fureurs. Il donne un grand repas et il chante de ses vers. Mais quand il apprit que Galba et les Espagnes s'étaient aussi révoltés, il perdit connaissance et resta longtemps insensible, étendu sans voix et à demi-mort. Dès qu'il eut repris ses sens, il déchira ses vêtements, se frappa la tête et s'écria que c'était fait de lui. Sa nourrice, pour le consoler, lui citant d'autres princes à qui étaient arrivés de pareils malheurs. Il répondit que les siens étaient inouïs sans exemple, puisqu'il perdait l'empire avant de perdre la vie. Il ne changea pourtant rien à ses habitudes de luxe et de mollesse, loin de là ayant reçu des provinces quelques nouvelles favorables. Il donna un repas splendide et fit contre les chefs de la révolte des vers satiriques qu'il se mit à chanter avec les gestes d'un bouffon et qu'il fit répandre dans le public. Enfin, il se fit porter secrètement au théâtre et envoya dire à un acteur dont la voix était fort applaudie qu'il était bien heureux que l'empereur eût d'autres occupations.
Chapitre 43. Projet atroce qu'on lui attribue, il se nomme seul consul et se dispose à marcher contre les révoltés. On prétend qu'au premier bruit de la révolte, il conçut des projets plus atroces les uns que les autres, et qui répondaient bien à son caractère. Il voulait révoquer à faire égorger les gouverneurs des provinces et les commandements des armées, comme s'ils eussent tout été dans la conspiration et dans les mêmes dispositions, massacrer dans les exilés en quelque lieu qu'ils fussent, et tous les Gaulois qui étaient à Rome. Les premiers pour qu'ils ne se joignent pas aux révoltés, les seconds comme complices et fauteurs de leurs concitoyens, abandonner aux armées le pillage des Gaules, empoisonner tout le Sénat dans un festin, mettre le feu à Rome et lâcher en même temps les bêtes féroces sur le feu à Rome, et lâcher en même temps les bêtes féroces sur le peuple, pour l'empêcher de se défendre contre les flammes. Il fut détourné de ses projets bien moins par le repentir de les avoir conçus que par l'impossibilité de les exécuter. Croyant enfin une expédition nécessaire, il destitua les consuls, et il prit seul la place de ces deux magistrats, sous prétexte qu'ils étaient dans la destinée des Gaules à ne pouvoir être soumises que par un consul. S'étant donc fait apporter les faisceaux, il sortit de table, appuyé sur les épaules de ses amis, et en disant que dès qu'il serait en Gaule, il se montrerait sans armes aux légions rebelles, qu'il se contenterait de pleurer devant elles, qu'un prompt repentir lui ramènerait les séditieux, et que le lendemain joyeux, au milieu de l'allégresse commune, il étonnerait un chant de victoire qu'il allait composer sur le champ. Chapitre 44. Il veut armer les tribus urbaines et les esclaves. Il lève des contributions énormes. Son premier soin, en préparant cette expédition, fut de choisir des voitures pour le transport de ses instruments de musique, et de faire couper les cheveux, comme à des hommes, à tous ses concubines. Et il se proposait d'emmener, et auxquels il donna pour armes des haches et de petits boucliers d'Amazone. Il appela ensuite, sous le drapeau des tribus urbaines, mais aucun de ceux qui étaient en état de porter les armes ne répondant à l'appel. Il exigea de tous les maîtres un certain nombre d'esclaves, et il prit dans chaque maison les meilleurs, sans en excepter même les intendants et les secrétaires. Il obligea tous les ordres de l'État de verser entre ses mains une partie de leur fortune, et les locataires des maisons contiguës ou isolées, de porter sur le champ au fisc une année de leur loyer. Il tenait avec une rigueur excessive à ce que les espèces fussent neuves. L'argent pur, l'or éprouvé, en sorte que la plupart des contribuables, rebutés d'une pareille exigence, refusèrent nettement de rien donner et s'accordèrent à dire qu'il ferait beaucoup mieux de reprendre aux délateurs les récompenses qu'ils avaient reçues. Chapitre 45. Disette à Rome, outrage fait à Néron. Les bénéfices qu'il tira de la cherté des grains augmentèrent. Encore la haine qui lui avait attiré ses rapines. Et il arriva précisément que, dans le temps de la plus grande disette, une navire d'Alexandrie apporta du sable pour les lutteurs de la cour. Tout le monde en fut indigné, il n'est pas d'outrage qu'on ne prodiguât à l'empereur. On mit sur la tête d'une de ces statues un chignon de femme, avec cette inscription en grec « Voici enfin le moment du combat, qu'il s'y livre donc ». On attacha un sac au cou d'une autre de ces statues, et l'on écrivit ces mots « Moi, qu'aurais-je pu faire? Mais toi, tu as mérité le sac. » On écrivit sur des colonnes que ces chants avaient réveillé les Gaulois, et pendant la nuit, un grand nombre de citoyens, feignant de se disputer avec des esclaves, demandaient à grands cris un vindex. Chapitre 46. Avertissements sinistres qui lui sont donnés dans ses songes, ou par des présages et des prodiges. Cette erreur était encore entretenue par des présages manifestes, tirés de ses songes, des auspices et des signes. Les uns anciens, les autres récents. Quoique son sommeil fût ordinairement sans rêve, il rêva, après le meurtre de sa mère, qu'on lui arrachait des mains le gouvernail d'un navire, et que sa femme, Octavie, l'entraînait dans l'épaisse ténèbres. Une autre fois,
il crut, en songe, être couvert d'une multitude de fourmis ailées, ou bien il voyait les simulacres de diverses nations de la terre, placés à l'entrée du théâtre de Pompée, l'entouraient et lui fermaient le passage. Un cheval d'Asturie, qu'il aimait beaucoup, lui parut se changer en singe. À l'exception de la tête, d'où sortaient des hennissements sonores. Du mausolée, dont les portes s'ouvrirent d'elles-mêmes, sortit une voix qui appelait Néron. Les dieux-lards, solennellement ornés par les calendes de janvier, tombèrent de leur piédestal, au milieu des préparatifs du sacrifice. Comme il était à prendre les auspices, Sporus lui offrit, pour un cadeau d'étreinte, un anneau dont la pierre représentait l'enlèvement de Proserpine. Au moment des vœux solennels devant tous les ordres de l'État réunis, on eut beaucoup de peine à trouver les clés du Capitole. Et lorsqu'on lut, dans le Sénat, ce passage du discours qu'il avait composé contre Vindex, que les coupables seraient punis et donneraient l'exemple d'un châtiment digne de leurs crimes. Tout le monde s'écria « Vous le donnerez, César !» On observa aussi que dans Oedipe exilé, le dernier rôle qu'il ait joué en public, il quitta en scène en prononçant ces vers grecs « Épouse, mère, père, tout veut que je périsse. » Chapitre 47. Révolte des autres armées. Néron est abandonné de tout le monde. Cependant, le bruit courut que les autres armées s'étaient aussi révoltées. Il déchira les lettres qu'on lui apporta pendant son dîner, renversa la table et brisa contre terre 2 vases dont il faisait grand cas et qu'il appelait homériques, parce qu'on y avait sculpté des sujets tirés des poèmes d'Homère. Puis il se fit donner du poison par Locuste, le referma dans une boîte d'or et passa dans les jardins de Servilius. Là, tandis que les plus fidèles de ses affranchis allaient par son ordre à Ostie faire préparer des vaisseaux, il voulut engager les tribuns et les conturions du prétoire à accompagner sa fuite. Mais les uns s'en excusèrent, les autres refusèrent ouvertement. L'un d'eux lui dit même tout haut « Est-ce un si grand malheur que de cesser de vivre ?» Il conçut alors différents projets comme de s'enfuir chez les Parthes, ou d'aller se jeter aux pieds de Galba, ou bien de paraître en public et à la tribune aux harangues en habit de deuil, et d'y demander, du ton le plus lamentable qu'il pourrait prendre, qu'on lui pardonnât le passé, ou au moins, si les cœurs restaient insensibles, qu'on lui accordât la préfecture d'Égypte. On trouva en effet parmi ces papiers le discours qu'il avait composé sur ce sujet. Et le seul motif qui, dit-on, l'empêcha de le prononcer, ce fut la crainte d'être mis en pièces avant que d'arriver au forum. Il remit donc au lendemain à prendre un parti. Mais s'étant réveillé vers le milieu de la nuit, il apprit que ses gardes l'avaient quitté. Il sauta de son lit et envoya chez tous ses amis, n'en revenant aucune réponse. Il alla, suivi de peu de monde, demander un refuge à quelques-uns d'eux. Toutes les portes lui furent fermées, et personne ne lui répondit. Alors il revint dans sa chambre, les sentinelles avaient pris la fuite, emportant jusqu'à ses couvertures et la boîte d'or où était le poison. Il demanda aussitôt le myrmillon spiculus, ou tout autre, pour en recevoir la mort. Ne trouvant personne qui voulût la lui donner, « Je n'ai donc, s'écria-t-il, ni ami, ni ennemi. » Et il courut pour se précipiter dans le Tibre. Chapitre 48. Il fuit avec 4 personnes. Incident de cette fuite. Il s'arrêta pourtant et parut désirer une retraite pour se recueillir. Phaon, son affranchi, lui offrit sa maison de campagne, située entre la voie Salaria et la voie Nomentane, à 4 milles de Rome. Il monta à cheval, en tunique, et pieds nus, comme il se trouvait, il s'enveloppa d'un vieux manteau de couleur passée. Il avait la tête couverte, un mouchoir devant la figure, et pour tout de suite 4 personnes, parmi lesquelles était Sporius. Il sentit soudain la terre trembler. Il vit briller un éclair, et fut saisi d'épouvante. En passant près du camp des prétoriens, il entendit les cris des soldats.
qui faisait des imprécations contre lui et des vœux pour Galba. Un voyageur dit en apercevant cette petite troupe: voilà des gens qui poursuivent Néron. Un autre: qu'y a-t-il de nouveau à Rome touchant Néron? L'odeur d'un cadavre abandonné sur la route fit reculer son cheval, et le mouchoir dont il se couvrit le visage étant tombé. Un ancien prétorien le reconnut et le salua par son nom. Arrivé à un chemin de traverse, il renvoya les chevaux, et s'engageant au milieu des ronces et des épines, dans un sentier couvert de rosseaux, où il ne put marcher qu'en faisant étendre des vêtements sous ses pieds. Il parvint, non sans peine, derrière les murs de la maison de campagne. Là, Phaon lui conseilla d'entrer pendant quelque temps dans une carrière, l'on en avait tiré du sable, mais il répondit qu'il ne voulait pas s'enterrer tout vivant. Et s'étant arrêté pour attendre qu'on eût pratiqué une entrée secrète dans cette maison, il puisa dans sa main de l'eau d'une mare, et dit, avant de la boire: voilà donc le rafraîchissement de Néron. Il se mit ensuite à arracher les ronces qui s'étaient attachées à son manteau, après quoi il se traîna sur les mains par une ouverture creusée sous le mur, jusque dans la chambre la plus voisine, où il se coucha sur un mauvais matelas garni d'une vieille couverture. La faim et la soif le tourmentaient de temps à autre. On lui présenta un pain grossier qu'il refusa, et de l'eau tiède dont il but un peu. Chapitre 49. Ses derniers moments, ses hésitations, sa lâcheté, sa mort. Tous ceux qui étaient avec lui, pressés de se dérober le plus tôt possible aux outrages dont il était menacé. Il ordonna de creuser une fosse devant lui sur la mesure de son corps, de l'entourer de quelques morceaux de marbre, s'il en trouvait, et d'apporter près de là de l'eau et du bois, pour rendre les derniers devoirs à son cadavre, pleurant à chaque ordre qu'il donnait, et répétant sans cesse: quelle mort pour un si grand artiste. Pendant ces préparatifs, un courrier vint remettre un billet à Phaon. Néron s'en saisit, et il lut que le Sénat l'avait déclaré ennemi de la patrie et le faisait chercher pour le punir selon les lois anciennes. Il demanda quel était ce supplice. On lui apprit qu'il consistait à dépouiller le criminel, à lui serrer le cou dans une fourche et à le battre des verges jusqu'à la mort. Épouvanté, il saisit 2 poignards qu'il avait apportés avec lui, en essaya la pointe et le remit dans leur gaine, en disant que l'heure fatale n'était pas encore venue. Tantôt il exhortait Sporius et se lamentait et à pleurer, tantôt il demandait que quelqu'un lui donnât, en se tuant, le courage de mourir. Quelquefois aussi, il se reprochait sa lâcheté. Il se disait: je traîne une vie honteuse et misérable. Et il ajoutait en grec: cela ne convient pas à Néron. Cela ne lui convient pas. Celui ne convient pas. Il faut prendre son parti dans de pareils mouvements. Allons, réveille-toi. Déjà s'approchaient les cavaliers qui avaient ordre de le saisir vivant. Quand il les entendit, il prononça, en tremblant ce vers grec: des coursiers frémissants, j'entends le pas rapide. Et aussitôt il s'enfonça le fer dans la gorge, aidé par son secrétaire Épaphrodite. Il respirait encore lorsque le centurion entra, qui plaça son manteau sur sa blessure, feignant d'être venu pour le secourir. Néron lui dit: il est trop tard, et ajouta: c'est là de la fidélité. Il expira en prononçant ces mots, les yeux ouverts et fixes, objet d'épouvante et d'effroi pour ceux qui le regardaient. Il avait recommandé, avec les plus vives instances, aux compagnons de sa fuite, de n'abandonner sa tête au pouvoir de personne, et de le brûler tout entier, de quelque manière que ce fût. Cette permission fut accordée par Icelius, affranchi de Galba, qui venait de saisir de la prison où il avait jeté dès le commencement de l'insurrection. Chapitre 50. Ses funérailles. Les funérailles de Néron coûtèrent 200 000 sesterces. On y employa des draperies blanches brochées d'or, dont il s'était servi le jour des calendes de janvier. Ses nourrices, Éclogée et Alexandrie, avec sa concubine Actée, déposèrent ses restes dans le tombeau des Domitius, que l'on aperçoit du champ de Mars, sur la colline des Jardins. Dans ce monument, sa tombe, qui est de porphyre, est surmontée d'un autel en marbre de Luna,
et entouré d'une balustrade en marbre de Tassos. Chapitre 51. Son portrait. Sa taille était médiocre. Il avait le corps couvert de taches et infectes, les cheveux presque blonds, la figure plutôt belle qu'agréable, les yeux bleus et la vue faible, le cou épais, le ventre proéminent, les jambes fort grêles, le tempérament robuste. Malgré ses débauches effrénées, il ne fut incommodé que 3 fois dans l'espace de 14 ans, et encore sans être obligé de s'abstenir de vin, ni de changer quelque chose à ses habitudes. Nulle décence dans sa mise et dans sa tenue, où l'on vit pendant son séjour en Achaïe laisser retomber par derrière ses cheveux, qui, d'ailleurs, étant toujours étagés par boucles symétriques, il parut souvent en public en robe de festin, un mouchoir autour du cou, sans ceinture et les pieds nus. Chapitre 52. Ses études, ses connaissances. Il s'essaya dès son enfance à presque tous les arts libéraux. Mais sa mère le détourna de l'étude de la philosophie, qui, disait-elle, ne pouvait que nuire à un prince destiné à régner. Et son précepteur Sénèque lui interdit la lecture des anciens orateurs, afin de fixer sur lui seule l'admiration de son disciple. Il se tourna vers la poésie, et composa avec plaisir et sans effort quelques pièces de vers. Il n'est pas vrai, comme on l'a dit, qu'il donna pour siens ceux d'autrui. J'ai eu entre les mains des tablettes et des cahiers où se trouvaient des vers de lui fort connus et entièrement de son écriture. On voyait bien qu'il n'était ni copié, ni écrit sous la dictée d'un autre, mais qu'il était le fruit laborieux de sa pensée, tant il y avait de corrections, d'additions et de surcharges. Il eut aussi un goût très vif pour la peinture et pour la sculpture. Chapitre 53. Son caractère envieux. Avide de popularité, il se faisait aussitôt le rival de quiconque agissait, par quelque moyen que ce fût, sur la multitude. On pensait généralement que, non content de ses succès de théâtre, il devait descendre, au prochain lustre, dans l'arène olympique avec les athlètes. En effet, il s'exerçait assidûment à la lutte, et dans toutes les villes de la Grèce où il assista aux jeux gymniques, ce fut à la manière des juges. En s'asseyant par terre dans le stade. Voyait-il s'éloigner du centre un couple de lutteurs. Il courait le saisir et l'y ramener. Comme on l'égalait à Apollon pour le chant, et au soleil pour le talent de conduire un char, il voulut imiter aussi les exploits d'Hercule. Et l'on avait, dit-on, dressé un lion qu'il devait combattre nu dans l'arène, et assommer avec sa massue et étouffer dans ses bras sous les yeux du peuple. Chapitre 54. Ses projets, s'il eût triomphé de ses ennemis. Sur la fin de sa vie, il avait fait le vœu solennel, s'il conservait son pouvoir, de jouer de l'orgue hydraulique, de la flûte et de la cornemuse, pendant les jeux qu'on célébrerait pour sa victoire, de se faire histrion le dernier jour de ses fêtes et de danser Turnus de Virgile. On dit même qu'il fit périr le comédien Paris, comme un trop redoutable adversaire. Chapitre 55. Sa manie de s'immortaliser. L'envie de perpétuer sa mémoire et de s'éterniser n'était chez lui qu'une déplorable manie. Ainsi, on le vit changer le nom de beaucoup de choses et de lieux, pour y substituer le sien. Il appela Néronien le mois d'avril, et il voulut que Rome se nommât désormais Néropolis. Chapitre 56. Son mépris pour tous les cultes, sa seule superstition. Il affectait pour tous les cultes un souverain mépris, excepté pour celui de la déesse de Syrie. Mais il finit par s'en moquer aussi, au point d'uriner sur sa statue quand il eut pris une autre superstition, la seule où il persista. Elle consistait dans la possession d'une poupée dont un homme du peuple, qu'il ne connaissait pas, lui avait fait présent comme d'un préservatif contre les embûches de ses ennemis. Une conspiration était aussitôt découverte, il fit de cette poupée sa divinité suprême, l'honora de 3 sacrifices par jour, et voulut qu'on pensât qu'elle lui révélait l'avenir. Quelques mois avant sa mort, il se mit à observer les entrailles des victimes, et n'en put jamais tirer un présage heureux. Chapitre 57. Joie universelle à la nouvelle de sa mort.
sa mémoire honorée de quelques-uns. Il périt dans la 32e année de son âge, le même jour où naguère il avait fait mourir Octavie. La joie publique fut telle que le peuple courut çà et là par les rues coiffé de bonnets de la liberté, du bonnet de la liberté. Toutefois, il y eut des citoyens qui, longtemps encore après sa mort, allèrent orner son tombeau des fleurs du printemps et de l'été, qui apportèrent à la tribune des portraits de Néron où il était représenté en robe prétexte, qui y eurent des édits où il parlait comme s'il eût vécu, et qu'il dut bientôt revenir pour se venger de ses ennemis. Le roi des Parthes, Vologèse, ayant envoyé des ambassadeurs au Sénat pour renouveler son alliance, demanda par-dessus toute chose que la mémoire de Néron fût honorée. Enfin, 20 ans après, pendant ma jeunesse, un aventurier se vantant d'être Néron se fit chez les Parthes, à la faveur de son nom qui leur était cher, une partie puissante. Et il ne fut rendu qu'avec beaucoup de peine.